Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, à travers ses conseils pédagogiques, il incite son million d'abonnés sur les réseaux sociaux à lutter contre la sédentarité, à bouger, à prendre soin de soi aussi. Major Mouvement est notre focus du jour et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle est avec moi en plateau et c'est toujours un vrai plaisir. Jeanne Dreyfus est parmi nous. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quelle est votre idée derrière la tech aujourd'hui? Écoutez, je vais vous parler d'une bande dessinée parue aux éditions Delcourt, signée Tiffaine Rivière, qui est adaptée d'un ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu qui s'appelle La distinction. La question qui s'y pose est comment se manifeste notre appartenance à telle ou telle classe sociale. On y répond tout à l'heure. Merci beaucoup Jeanne. Et puis Jeanne, vous vous souvenez sans doute de vos années lycée, ce moment justement... De moins en moins malheureusement. Elle vieillit la pauvre. Ce moment où il fallait choisir entre ce que vous voulez faire plus tard justement. Alors entre fiches métiers, conseils parfois vagues et puis l'angoisse bien sûr. En ce début d'année de Parcoursup, l'orientation reste pour beaucoup une étape synonyme de stress et d'incertitude. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, justement, des outils innovants viennent changer la donne pour guider les jeunes, les lycéens dans cette jungle d'options et de formations, en rendant l'orientation plus intuitive, plus accessible aussi. Des applications et des plateformes promettent de réduire les inégalités et de simplifier la vie de milliers d'élèves. Alors, avec quel impact, quelles conséquences et comment ça marche? On pose ces questions à notre invité aujourd'hui en duplex avec nous, Antoine Landrin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Optéo. C'est l'une de ces plateformes dont on va parler dans un instant. On en parle juste après le focus. D'abord, donc, il met en lumière les mots MAUX de notre corps et réunit plus d'1 million de personnes sur sa chaîne YouTube. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, que vous connaissez sans doute, nous transporte dans son univers de kinésithérapeute passionné. Vous allez le voir, entre humour, divertissement et conseils santé, il est notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Kohler. Il est assez stylé ton masque de Batman. Il te va super bien. En fait, s'il faut, Batman, c'est quelqu'un qui se trimballe un torticolis depuis le début. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mal de dos, mauvaise posture, besoin d'une consultation? Ça tombe bien. On s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui révolutionne l'univers de la santé sur Internet. Major Mouvement. Grégoire Gibault, kinésithérapeute de 37 ans originaire de Toulouse, est devenu en quelques années une figure incontournable de la vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux. Diplômé en kinésithérapie, Grégoire a commencé sa carrière de manière plutôt traditionnelle. C'est en 2020, pendant le confinement, qu'il décide de partager sa profession. Son approche novatrice mêle expertise médicale, humour et divertissement. Et comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Major Mouvement, c'est aujourd'hui près d'1 300 000 abonnés sur YouTube et plus de 148 000 abonnés sur TikTok. Le vidéaste met en lumière les mots de notre corps en apportant connaissances et exercices pour mieux le comprendre. À travers des objets du quotidien, il illustre ses propos, rendant ses conseils facilement applicables. Est-ce que ça t'arrive parfois de vouloir gagner en amplitude pour toucher le sol et de sentir que t'es limité? Alors on peut déjà avoir un petit indice avec la tête. Si par exemple vous êtes ici et que vous êtes limité, si vous amenez la tête en arrière et que vous pouvez descendre plus bas, c'est que vous avez réduit la tension neurale et donc ce qui vous limitait à ce moment-là, c'était une mise en tension neurale. Au-delà des réseaux sociaux, Major Mouvement est aussi auteur de livres à succès tels que 10 clés pour un corps en bonne santé. Il invite également sur sa chaîne de nombreuses personnalités dont il essaye de déceler tous les secrets de leur corps. Aujourd'hui, une analyse de posture. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Dans ces vidéos, en fait, ce qu'on cherche à voir, c'est est-ce que le sport transforme notre corps? Et dans quelle mesure, moi, avec mon expérience de kiné, je suis capable de voir tes points forts, tes points faibles, tes douleurs, tes blessures. C'est la fameuse analyse de posture. Oh putain, ça arrive. Malgré son succès, Grégoire maintient une pratique clinique, soulignant l'importance du contact direct avec ses patients. Il représente aujourd'hui une profession peu médiatisée, lui qui conjugue habilement expertise médicale et communication moderne. Un phénomène qui pourrait bien influencer durablement la manière dont nous appréhendons notre santé au quotidien. Et voilà pour ce portrait. On passe à autre chose maintenant, un sujet d'actualité bien sûr. En France, près de 60% des élèves de terminale avouent se sentir complètement perdus face à Parcoursup et au choix d'orientation. Un chiffre bien sûr qui en dit long sur les défis que représente cette étape clé pour eux. Manque d'informations, inégalité territoriale, absence de clarté. Le système a donc ses limites. Mais aujourd'hui, des solutions émergent, comme Optéo, dont on va vous parler dans un instant. Une application qui permet de transformer l'expérience des lycéens en simplifiant l'accès
accès à leur formation. Créée par d'anciens étudiants, cette initiative ne vise rien de moins que de démocratiser l'orientation scolaire. Alors que peut-on attendre de cette approche? On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et on en parle justement avec l'un de ses cofondateurs, Antoine Landrin. Je rappelle que vous êtes donc cofondateur de cette plateforme Optéo. Vous avez monté cette entreprise quand vous étiez étudiant. Quelle était justement la genèse d'Optéo? Est-ce que vous voulez bien revenir avec nous et pour nous sur les moments clés, les expériences qui vous ont convaincu peut-être de cette nécessité justement de créer une telle application? Oui, avec grand plaisir. En fait, ce projet-là, il vient d'un projet qu'on avait mené pendant nos études en école d'ingé. Donc, j'ai rencontré mes 2 associés et il se trouve qu'on a un point commun tous les 3, c'est qu'on déteste les injustices. C'est quelque chose voilà, on déteste ça. Et une des grandes injustices des grandes écoles, c'est que la majorité des étudiants sont issus de milieux privilégiés. Donc, nous, on a voulu comprendre d'où ça pouvait venir. Et une des grandes réponses, c'est l'inégalité d'accès à l'information au moment de l'orientation. Et donc, on s'est renseigné, savoir s'il y avait d'autres outils, depuis que nous, on était passé par la case lycée, qui existait depuis. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait satisfaisant. C'était beaucoup de tests d'orientation, beaucoup de tests qui allaient nous amener vers des métiers, mais qui ne répondaient pas vraiment à la question de qu'est-ce que je peux faire l'année prochaine. Et c'est ce qu'on a voulu résoudre à travers cette question. Alors justement, effectivement, cette question, ils sont nombreux en ce moment à se la poser avec l'ouverture récente de Parcoursup. Optéo, qu'on comprenne bien pour nos téléspectateurs, vous vous appuyez sur un algorithme de matching, comme une application de rencontre quelque part, où on swipe à droite, à gauche pour indiquer à l'application justement ce qu'on aime un peu moins, justement dans le cadre professionnel notamment. Alors comment ça fonctionne et quelle garantie aussi, Antoine, vous proposez à vos utilisateurs sur la fiabilité des résultats qui leur sont proposés? Oui, c'est une très bonne question. Donc, comme vous l'avez dit, le fonctionnement, il est assez simple. L'objectif, d'abord, c'est de comprendre qui sont les étudiants. Donc, ils vont nous indiquer leur centre d'intérêt de manière extrêmement ludique. Ils vont, comme un petit peu Tinder, swiper différentes cartes. Chacune de ces cartes contient une proposition du type, par exemple, j'aimerais plus tard travailler dans la mode ou je suis intéressé par le secteur de l'environnement. Et après un certain nombre de cartes, on a créé un algorithme qui va faire matcher les centres d'intérêt de l'étudiant avec toutes les formations qui existent en France. On a répertorié plus de 30 000 formations. Et à partir de ce classement personnalisé qui est dynamique, si on retourne swiper des cartes, l'algorithme va s'affiner. L'étudiant a accès à des pages de profil qui vont résumer les informations importantes. On va avoir les matières, les informations sur l'insertion professionnelle, le prix de la formation, ce genre de choses. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir les aider à les conforter peut-être dans leur choix qu'ils ont déjà fait, mais également les aider à découvrir des formations, des fois près de chez eux, qu'ils ne connaissent pas encore, et les aider dans cette première phase de Parcoursup qui est quelque part une des phases les plus stressantes en réalité, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire l'année d'après. Bien sûr, sacrée question, effectivement. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce modèle basé dont vous parlez à l'instant sur le swipe, inspiré des applications de rencontre. Est-ce que ça, c'est une volonté justement de rendre quelque part l'expérience utilisateur plus ludique, en tout cas de capter l'attention des jeunes pour les aider dans cette période qui effectivement n'est pas tout à fait compliquée pour eux? Pas tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, il est venu principalement de leurs besoins. On a interrogé énormément d'étudiants et ce qu'ils nous disaient, c'était qu'aujourd'hui, les outils sont assez compliqués. En tout cas, ils sont pas très intuitifs, pas très amusants. Et on avait, on a tous en tête des applications de rencontres. On sait à quel point ça peut être addictif. Alors nous, on a essayé de casser ce côté un petit peu addictif, mais de garder le bon côté de ces applications-là et d'en faire un objet complètement ludique. Et d'ailleurs, dans les premiers retours qu'on a pu en voir, des étudiants nous disaient qu'ils s'amusaient entre eux à balayer différentes cartes et à voir quels résultats allaient leur être proposés. Et en effet, ça fait partie des objectifs de rendre l'orientation plus attractive, mais plus accessible aussi à tout à chacun. Et ça fait partie des inégalités que vous citiez notamment précédemment avec Bourdieu, qui l'avait très bien dit. Et nous, l'objectif, c'est de rendre cette application-là aussi plus accessible à tout à chacun. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'ai testé l'application pour voir si effectivement aujourd'hui j'étais à la bonne place. Il se trouve qu'on m'a conseillé le métier de journaliste et notamment de reporter de guerre. Ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui, mais il n'empêche qu'on n'en est pas loin. Voilà, donc vous proposez en tout cas, Antoine, une base de 30 000 formations répertoriées par l'ONICEP. Comment vous voyez justement à maintenir ces données à jour? Parce qu'il y a plein de métiers que vont exercer les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui et qui sont en train de remplir Parcoursup, qui n'existent pas encore aujourd'hui, non?
Tout à fait. En fait, c'est pour ça, d'ailleurs, ça fait partie des choses qui nous démarquent un petit peu de l'ensemble des outils qui existent aujourd'hui. C'est que nous, on va pas que... Alors, on peut avoir des exemples de métiers ensuite à la fin de nos études, mais le but, c'est pas vraiment d'essayer de projeter l'étudiant sur un métier. Un métier, alors déjà, il y a des plateformes qui le font même des fois très bien, mais un métier, c'est très compliqué, selon nous, de se projeter tant qu'on l'a pas vraiment testé, quand on n'a pas, à la rigueur, pu interroger une personne qui le faisait. Nous, on répond vraiment à la question de quelles sont les formations qui peuvent nous plaire à partir de nos centres d'intérêt. Et là-dessus, la base de données de l'ONICEP, elle est en effet très riche, mais elle reste assez incomplète. C'est un vrai gruyère en réalité, l'ONICEP, parce que les formations, c'est du déclaratif, c'est les formations qui les remplissent. Et donc l'objectif, nous, petit à petit, c'est aussi de pouvoir travailler à la fois avec des étudiants, mais aussi avec des établissements scolaires, pour veiller à ce que les trous qu'il y a aujourd'hui sur l'ONICEP, alors qui reste une plateforme de choix pour les étudiants aujourd'hui, soient le plus remplis possible pour avoir un maximum d'informations de qualité pour pouvoir faire un choix éclairé. Vous parliez justement de gruyère pour parler de l'ONICEP. Selon vous, quelles sont les principales lacunes du système actuel d'orientation et le système effectivement professionnel en France? Vous qui êtes passé par là, vous avez été étudiant, vous avez monté votre boîte, votre entreprise en étant étudiant. Est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire à ce moment-là? Est-ce que ça s'est venu différemment? Et quel constat vous avez fait à cette époque-là sur le système d'orientation? Oui, le constat que j'ai fait, c'est celui que font de millions d'étudiants chaque année, c'est que on entend souvent dire que le problème, c'est le manque d'informations. En fait, c'est pas tout à fait exact. Le problème, c'est qu'il y a trop d'informations. Le problème, c'est de pouvoir faire le tri parmi cette information-là. Et l'orientation scolaire aujourd'hui, elle est principalement menée par des médias. Alors, il y a des acteurs, il y a des CIO, il y a des professionnels de l'orientation, mais malgré tout, ceux qui font un peu la pluie et le beau temps au sein de l'orientation scolaire, c'est les médias qui vont mettre en avant certaines formations, certaines filières. Et la manière dont fonctionnent les médias aujourd'hui est pour moi complètement à l'opposé de ce que devrait représenter l'orientation scolaire pour un étudiant. Aujourd'hui, un étudiant, lorsqu'il se pose la question de quelles sont les formations qui sont faites pour moi, il va devoir lire des dizaines, des centaines d'articles avec des centaines de mots différents. Et est-ce que ça aide vraiment un étudiant à avancer dans ce labyrinthe de l'orientation? Je ne suis pas sûr. Nous, on a décidé de prendre ce contre-pied, d'essayer d'interroger d'abord l'étudiant, savoir qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, et ensuite faire tout ce travail de simplification à sa place, de lui proposer des formations qu'il va pouvoir découvrir, et ensuite d'avoir les mots-clés, les mots les plus importants pour pouvoir se faire un choix et ainsi également comparer aussi les différentes formations. Aujourd'hui, si vous vous intéressez, je dis n'importe quoi, mais à un BTS économique par exemple, suivant le site sur lequel vous allez, deux BTS qui pourtant font la même chose, ils ne vont pas être présentés de la même manière, et pour un étudiant, c'est un enfer de pouvoir se repérer là-dedans. Nous, on a fait ce travail-là de simplification de l'information, on va à l'essentiel, et le but, c'est de leur permettre de faire un premier filtre parmi l'ensemble des milliers de formations qui sont à leur disposition. Alors, vous le savez, vous avez commencé à en parler, Parcoursup fait l'objet de critiques chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, je trouve que comparé à la version précédente qui était admission post-bac, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes, moi, sur Parcoursup. Ce que je déplore, c'est pas tant la plateforme en elle-même, c'est surtout le processus ensuite qui est proposé aux étudiants, qui est long, qui est compliqué, qui est stressant. Et ça, c'est pas forcément dû à la plateforme en elle-même, c'est des choix qui ont été faits entre le passage d'admission post-bac et Parcoursup. Et c'est ce que déplorent les familles. En réalité, c'est un manque de clarté, un manque de visibilité, savoir quels sont les éléments à mettre en avant si on veut vraiment être pris dans une formation. Et c'est une certaine opacité. J'ai entendu énormément d'étudiants me dire qu'ils ne comprenaient pas les résultats. Des fois, j'ai des étudiants qui m'ont dit moi, j'ai 15 de moyenne, j'ai pas été pris dans telle formation, alors qu'un ami à moi qui a 13, qui est dans ma classe, a été pris. Pourquoi? Comment? Je pense que c'est ça le vrai problème de Parcoursup aujourd'hui. Une certaine forme d'opacité, effectivement. Ce que je vous propose justement, c'est de continuer à parler orientation professionnelle aussi. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex avec nous aujourd'hui, Antoine Landrin, le cofondateur d'Optéo. Antoine, juste avant de reprendre notre discussion et nos échanges, on va laisser place d'abord, bien sûr, à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'une bande dessinée parue aux éditions Delcourt. Son titre, La Distinction. Absolument, BD signée par une jeune autrice qui s'appelle Tiffaine Rivière. Son titre, donc La Distinction, fait référence à un essai historique du sociologue star Pierre Bourdieu, dont notre invité parlait il y a 5 minutes à peine. Publié en 1979, ce livre, il avait marqué toute une génération, non seulement de sociologues, mais aussi de lecteurs, parce qu'il passait au crible l'ensemble des goûts, des styles de vie de chaque catégorie sociale. Dans la BD, en tout cas, on part à la rencontre d'un jeune prof qui s'appelle Monsieur Quetker, surnommé Kékette, Monsieur Kékette par les élèves, a pour défi de faire étudier ce livre d'anthologie à des élèves de collège pas particulièrement disposés, a priori, à faire cette rencontre, mais qui vont, au fur et à mesure de leur lecture, voir leur famille, leurs habitudes d'un tout nouvel œil. Alors, qu'est-ce qui contient justement ce fameux ouvrage ? Alors, des questionnements en rafale, essentiels sur ce qui est inné et aussi sur ce qui est acquis. La question centrale, c'est, sommes-nous libres dans nos goûts ? Sommes-nous libres dans nos choix ? Ou dans nos pratiques. Et est-ce que l'expression, par exemple, qu'on emploie souvent, chacun ses goûts, ou encore les goûts et les couleurs, ne serait pas un peu erronée ? Selon Bourdieu, en tout cas, même les goûts que l'on croit les plus innés, les plus naturels, sont acquis. La BD, elle commence justement par questionner les pratiques alimentaires. Alors, pour ça, elle nous fait rencontrer Joséphine Delabaume, 59 ans, grande bourgeoise. Elle fait des repas traditionnels, des plats traditionnels, et elle s'étouffe en parlant des habitudes de la jeunesse, des gâteaux sans sucre, des pâtes sans gluten, des intolérances par-ci, des intolérances par-là. Bref, on est sur le modèle du bourgeois conservateur qui a le goût de l'ancien, qui ne veut pas voir les choses changer. Donc, bon, pour les goûts alimentaires, ok, c'est fait. Mais alors, quid, par exemple, des goûts en termes de déco ? Ah oui. On rencontre, pour évoquer cette question, les parents d'Élodie. Les parents d'Élodie veulent choisir un revêtement pour la salle de bain. Alors, ils se disent, pourquoi pas de la terre cuite imitation marbre rose ? C'est moins cher et puis ça fait le même effet, formidable. Figurez-vous que Bourdieu, lui, classe ce genre de choix douteux, dans la catégorie du goût des petits bourgeois. Le petit bourgeois, selon Bourdieu, va privilégier le bon sens et développer un certain goût pour le simili. Je le cite, la consommation du simili, nous dit donc Bourdieu, est une sorte de bluff inconscient qui trompe surtout le bluffeur, premier intéressé à prendre la copie pour l'original et le toc pour l'authentique. Et en fait, nos positions sociales nous amènent, nous dit donc ce sociologue Pierre Bourdieu, à désirer en fait la plupart du temps seulement ce que l'on peut avoir, ce qu'on peut avoir. Et en fait, on prend nos réalités pour nos désirs plutôt que l'inverse. Alors, la bande dessinée se passe donc principalement dans une salle de classe. Est-ce que c'est un lieu justement choisi parce qu'il symbolise particulièrement les inégalités ou les reproductions sociales ? Tout à fait, et particulièrement dans la relation au savoir qui s'y joue, dans la hiérarchie notamment qui se construit à l'école par rapport aux connaissances des plus légitimes, imaginons la mythologie grecque, imaginons la littérature, jusqu'au moins légitime, imaginons la mécanique ou la biographie de Kim Kardashian. Et le hic, c'est que les programmes scolaires, ils sont réalisés par les classes supérieures. Et donc, dès l'origine, ça va créer un système de reproduction qui va favoriser les classes dominantes et défavoriser les classes moins dominantes. Bref, pour évoquer cette question du savoir, la BD, elle nous fait justement rencontrer la famille d'Émilie. La famille d'Émilie qui appartient à donc, la catégorie que Bourdieu qualifie de petite bourgeoisie, dont on a déjà parlé, qui a tendance, selon lui, à confondre culture et savoir. Elle cherche en fait à accumuler des connaissances dans le seul but d'obtenir la reconnaissance. Les petits bourgeois, dit Bourdieu, pensent que l'homme cultivé est celui qui possède un immense trésor de savoir, alors que l'auteur nous rappelle, peut-être à mon avis à juste titre, que justement la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais Jeanne, il y a quand même un sujet, il y a bien des nuances au sein de toutes ces catégories qui paraissent quand même là un peu rigides. Et bien sûr, les classes dominantes, elles s'approprient tout le temps des aspects culturels des classes populaires et vice-versa. Bourdieu, il va citer les dandys qui font de la boxe. Aujourd'hui, on peut entendre Lucchini qui cite Molière, ensuite qui parle en verlan, ou encore prendre conscience que le rap, par exemple, qui est
et les musiques que toutes les classes apprécient le plus. C'est un jeu de rôle constant qui va faire que, en fait, la reproduction comme l'opposition, je m'y perds, eh bien, crée des ponts entre des catégories qui sont plus des tendances que des prisons totalement rigides. Le fait, par exemple, qu'on puisse aller regarder la Starac à midi et ensuite aller à l'opéra le soir, eh bien, un autre sociologue qui s'appelle Bernard Lahire, lui, parle de dissonances culturelles qui sont présentes donc, au sein de chacune des catégories sociales. Et la bande, justement, dessinée de Tiffaine Rivière, elle finit sur ces ambivalences. Quand le protagoniste, qui donc Monsieur Couetker, professeur à lunettes, vêtu de son sempiternel veston de velours, demande aux élèves de deviner d'où il vient socialement, eh bien, ceux-ci proposent fils de médecin ou alors il propose aussi fils d'instituteur. Alors qu'en réalité, le prof, eh bien, il est fils d'agriculteur. Et donc, en fait, il est ce que Bourdieu a appelé un transfuge de classe. D'où toute l'intelligence de ce titre qui est en fait repris par Tiffaine Rivière. La distinction, en effet, c'est la distinction de chaque catégorie sociale, mais c'est aussi de s'en distinguer de ces catégories sociales. Les goûts, dit Bourdieu, sont souvent des dégoûts. Je vous laisse sur cette réflexion. On va y réfléchir. On a 4 heures, Jeanne. Vous avez 10 minutes d'émission. On a 10 minutes d'émission qui restent. Bon. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. On lance ensemble la deuxième partie du talk. Deuxième partie du talk, donc, pour continuer, évidemment. La première, juste avant la chronique de Jeanne, on y parlait orientation, Parcoursup, bien sûr, l'heure des choix aussi difficiles, compliqués, complexes aussi pour les jeunes. En ce moment, on vous parlait aussi de cette application Optéo avec vous. Antoine Landrin, je vous rappelle que vous êtes le cofondateur d'Optéo. On parlait juste avant, effectivement, des lacunes du système actuel d'orientation. En France, vous avez, je le rappelle, monté votre entreprise quand vous étiez jeune. Vous avez donc été confronté à ces choix d'orientation aussi. Comment vous espérez ou vous estimez qu'Optéo pourrait réduire ces inégalités d'accès à l'information dont vous nous parliez tout à l'heure sur les sujets de métiers de demain, d'accès à l'information sur l'orientation scolaire et professionnelle? Ouais, c'est une très très bonne question parce qu'en fait ça fait partie de la mission même d'Optéo. On est une entreprise à mission et l'objectif principal c'est de réduire ces inégalités en favorisant l'accessibilité de l'information à toutes et tous. Et en fait nous déjà le point d'orgue c'est déjà de permettre à tout à chacun de savoir que cette information existe. Il y a c'était Chantal Jacquet qui est historienne en philosophie qui avait dit que on connaît tous la maxime quand on veut on peut, mais en fait on devrait plutôt dire quand on peut, on veut. Et savoir que telle ou telle formation existe, savoir qu'on peut y arriver, ça donne en fait la possibilité à des étudiants d'y croire et donc un but, un objectif à atteindre. Et ça limite également l'autocensure. Alors nous, on travaille de manière assez modeste, on n'a pas encore un impact significatif, mais l'objectif à terme, ça va être de permettre un petit peu de casser ce paradigme et de permettre à tout à chacun de se poser la question de qu'est-ce qui peut vraiment nous plaire. Et nous, ensuite, on apportera la réponse de savoir qu'est-ce qui pourrait matcher avec ça. Donc ce sera un premier objectif et puis ensuite ce sera d'étendre ce concept à encore plus large, essayer de remonter dans le système scolaire, pouvoir par exemple aider les collégiens à faire des choix parce que dès lors il y a beaucoup de choix qui se font en terminale. Est-ce qu'on fait un parcours général, est-ce qu'on va dans un parcours professionnel? Là aussi les parcours professionnels sont souvent dénigrés. Donc ça va être aussi une possibilité de pouvoir les remettre en avant et de lutter aussi contre la hiérarchisation des filières qui sévit aujourd'hui. Alors, est-ce que vous travaillez justement avec des conseillers d'orientation, par exemple, ou alors avec le ministère de l'Enseignement supérieur ou de l'Éducation nationale pour avoir un impact au plus proche de ces lycéens, de ces collégiens ? En effet, on travaille aujourd'hui avec des chercheurs en psychologie de l'orientation et l'objectif, ça va être d'anticiper certaines de ces questions-là. Ça va être aussi de lutter contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, des problèmes d'autocensure, d'essayer de lutter subtilement contre certains soucis de la société, comme on l'avait dit précédemment avec Bourdieu. C'est pas quelque chose qui est facile parce qu'on veut pas non plus tomber dans de la manipulation. Nous, on veut pas forcément que tout le monde fasse une grande école ou au contraire que tout le monde deviennent menuisiers. Le but, c'est vraiment de se poser les bonnes questions et d'essayer de faire matcher les formations de demain avec les étudiants d'aujourd'hui. Et là-dessus, on est bien accompagné, heureusement, et on arrivera aussi par le retour de nos milliers d'utilisateurs à avancer dans le bon chemin.
On parle aussi de votre orientation maintenant à vous. Votre projet est né à l'IMT Mines d'Albi. Quel rôle a joué votre école dans l'émergence de ce projet et peut-être de cette envie d'être entrepreneur? Est-ce que vous vous doutiez à l'époque qu'entrepreneur, c'était un métier qui était fait pour vous, ou en tout cas que vous pouviez envisager? Pas vraiment et en même temps un peu. En réalité, depuis tout petit, j'ai toujours voulu essayer d'aider les gens à mon échelle. Alors, je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait devenir entrepreneur et qu'en tout cas, c'était un métier. Mais en effet, la formation qu'on a suivie nous a amené quelques réponses. Déjà, ce projet, il est né pendant un projet d'entrepreneuriat en toute première année d'école d'ingénieur. Et ensuite, on a eu la chance de suivre un parcours d'étudiants entrepreneurs qui est disposé dans cette école-là. Et de poursuivre en étant incubé. Il y a des structures, des incubateurs qui accompagnent la naissance de différentes startups qui aident les entrepreneurs à passer de leur idée d'état de projet à l'état d'entreprise. Et donc, on a été accompagnés dès la genèse de notre projet et on l'est encore. Vous vous êtes lancé sur un marché magnifique, marché de l'éducation. Bravo, merci aussi. Mais c'est un marché qui n'est pas forcément évident. Quel regard vous portez justement sur les EdTech aujourd'hui en France ? En effet, il y a beaucoup de choses à dépoussiérer, on va dire. L'EdTech aujourd'hui, c'est un système où la plupart des acteurs sont des acteurs qui ont plusieurs années. Il y a beaucoup d'habitudes à changer, beaucoup on va dire, de manières de penser aussi à changer. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on pense qu'au fur et à mesure, avec des initiatives comme la nôtre évidemment, mais comme d'autres aussi, on arrivera au fur et à mesure à changer ce paradigme-là et à faire en sorte que les étudiants deviennent centrales dans les décisions de l'enseignement supérieur. En tout cas, c'est notre objectif et on espère qu'on arrivera à l'atteindre. Je comprends que vous l'appelez de vos voeux. Est-ce que vous qui avez donc bien sûr un regard de l'intérieur au sein de ce marché, je crois que vous préparez aussi une levée de fonds à venir très prochainement. Quel regard est-ce que vous pensez que la France peut devenir en tout cas un leader mondial dans l'innovation numérique éducative ? Je pense, en tout cas, elle a tout pour le faire. Aujourd'hui, les startups, alors évidemment, les financements sont revus un petit peu à la baisse, mais mine de rien, il y a énormément de manières aujourd'hui de créer son entreprise, de créer un projet qui a de l'impact. Toutes les institutions poussent au fait que les projets aujourd'hui aient le plus d'impact possible. Et je pense que la France, on va dire par la richesse de son éducation, de l'enseignement supérieur, comment est-ce qu'elle est construite, par sa complexité, peut amener à développer, on va dire, un marché qui soit vraiment innovant. En tout cas, nous, on le porte et on pense que c'est tout à fait possible, que ce soit dans le choix d'orientation, mais que ce soit aussi ensuite dans la manière dont on va enseigner dans les différents établissements scolaires. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour s'adapter, encore une fois, aux individus. Et je pense que c'est ça l'avenir. C'est une belle mission, en tout cas. Bravo à vous. Je rappelle que ça s'appelle Optéo. Merci à vous, Antoine Landrin, d'avoir été parmi nous en duplex aujourd'hui dans l'émission. Merci aussi à notre formidable chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Avec plaisir. Je crois que Bourdieu a beaucoup plu aussi à Antoine. Oui, je vois ça. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie. Merci à Edouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis, on se retrouve dès demain, très vite, dès 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, passez une très, très belle journée.